la question qui se pose avec la musique, on peut se demander en quoi une scène musicale est une scène, enfin qu'est-ce qu'il la qualifie comme scène et qui la distingue d'une scène théâtrale, par exemple. On vient écouter les musiciens, mais en même temps on vient les voir. On vient assister à un concert, c'est pas seulement écouter un musicien jouer, sinon on peut écouter de la musique dans le noir. Et donc on vient voir quelque chose. Et qu'est-ce qu'on vient voir? On vient voir un musicien ou des musiciens en train de jouer, et jouer de la musique, c'est au fond substituer, je dirais, à renverser un peu les prérogatives. Il y a comme un renversement de la hiérarchie des sens, c'est-à-dire que quand on joue la musique, la priorité est donnée bien sûr à l'oreille, et on se présente comme quelqu'un qui écoute plus qu'il ne regarde, plus qu'il ne voit. Et ce à quoi assiste le spectateur quand il est à un concert, il voit un corps habité, traversé par la musique, et qui presque du coup, je dirais pas est aveugle, mais en tout cas, met son regard en veilleuse, si je puis dire. En tout cas, dans mes souvenirs de spectateur, je sais que j'ai été particulièrement sensible à des postures physiques de musiciens où on voyait cette chose-là s'opérer, c'est-à-dire où le corps musicien était entièrement drivé, si je puis dire, par l'oreille. C'est très, très frappant aussi, évidemment, si on pense aux musiciens aveugles, l'exemple des musiciens aveugles. Alors, on en rencontre beaucoup plus dans le blues et dans le jazz que dans la musique classique. Pour une raison évidente, c'est que la musique classique repose justement suppose la fonction de l'œil, la partition, la lecture de la partition. C'est donc la possibilité même du musicien aveugle, de l'aveugle de naissance en tout cas, ne se présente que dans le cas de musique qui s'apprennent à l'oreille. Donc, typiquement le blues, le jazz ou les musiques dites traditionnelles. J'ai un souvenir personnel comme ça très, très fort. J'ai joué une fois avec un musicien aveugle, c'était à Alexandrie en Égypte. C'était un accordéoniste qui avait limé les lamelles métalliques de son accordéon pour avoir des quarts de ton orientaux. Donc il avait transformé son instrument, c'était très beau. On n'identifiait même plus un accordéon. Et il était aveugle et d'une part il a fallu s'accorder sur ce qu'on allait jouer au préalable. Donc j'ai assisté j'ai vu à quel point il mémorisait et à quelle vitesse il mémorisait les indications de changement harmonique, etc. d'un morceau. Donc il se déroulait le morceau à l'avance. Et ensuite, comme il n'a pas d'autre repère que ce qu'il entend, on est dans une surécoute, dans une écoute extrêmement aiguë, et du coup aussi dans une posture physique qui est très belle, parce que il n'y a plus cette espèce de tenue unidirectionnelle du corps ou du visage, c'est-à-dire on voit ça chez Ray Charles aussi, une tête qui peut dodeliner ou qui peut partir comme ça dans une direction vers le haut, qui n'est plus lestée, dominée et dirigée par l'axe du regard. C'est entièrement l'oreille, le son, qui tout d'un coup a pris le pouvoir sur le corps. Et je crois que c'est ça qu'on aime voir quand on va au concert. C'est un corps habité par le son. Je me souviens d'avoir...
je vivais, moi, dans mon enfance, les concerts classiques plutôt comme une corvée. Et donc, à l'âge de 10 ans, le rock'n'roll est venu me délivrer de l'obligation familiale d'assister à des concerts de musique classique, etc. Mais j'ai quand même un souvenir incroyable d'un concert classique. C'était un violoniste qui interprétait la sonate à Kreutzer, et on sait que c'est un moment où Beethoven demande que le violoniste improvise. Et là, donc, il n'y a plus de partition. Ça a été le seul moment d'improvisation auquel j'ai assisté de la part d'un musicien dit classique, et il s'est transformé à ce moment-là. J'avais l'impression de voir Jimi Hendrix, c'est-à-dire que tout d'un coup, je reconnaissais un corps musicien du même type que ces corps musiciens qui commençaient à me fasciner à cette époque-là. Donc je parle de Jimi Hendrix, mais je pourrais parler de bien d'autres instrumentistes qui étaient des corps traversés, alors dans le cas de Hendrix, par l'électricité même du son. Donc là, soudain, il y avait un violoniste classique qui était habité complètement, c'est-à-dire que on assistait à ça, et il n'était plus sous le contrôle de son propre regard non plus, il était voilà, totalement la proie de la musique. C'est aussi ce je pense que ce qu'on aperçoit ou ce qu'on devine dans les scènes de trance, telles que Rouch les a filmées par exemple. On voit un corps qui soudain, on voit les yeux révulsés par exemple, un regard qui disparaît, un corps qui est un corps sans regard, au fond, qui ne voit plus rien ou qui voit à l'intérieur, on ne sait pas trop ce qu'il regarde. Alors, on évoquait le jazz. Dans le jazz, la convention est autre, c'est-à-dire que on accepte que les jazzmen soient surtout dans un rapport entre eux. Au fond, on assiste, quand on va à un concert de jazz, on voit les musiciens jouer entre eux et on assiste à ça, et la jouissance vient de là, d'être témoin de ça, de cette écoute respective, réciproque. Et donc ça peut aller loin, cette soustraction à l'échange. Miles Davis qui fait un concert entier en tournant le dos au public. Ce qui veut bien dire, ça ne vous regarde pas, d'une certaine manière, ou je ne vous regarde pas. Je préfère ne pas vous voir, mais écoutez-moi. Dans ma pratique, disons, moi je viens du rock'n'roll, et donc au contraire, on a l'impression que là, il y a de l'adresse, il y a du contact, il y a de l'échange même de regard. Mais je pense que c'est en partie fictif cette affaire, parce que d'une part, on ne voit pas grand-chose quand on est sur scène. Donc on simule finalement un regard, on fait semblant de regarder le public, mais on ne voit rien, ou presque pas. Alors ça prête à des malentendus. Il y a un peu une lettre type de la fan énamourée, au fond, et très souvent, la lettre qu'on peut recevoir comme ça de la fan, elle commence par « J'ai bien vu, à ce concert, nos regards se sont croisés ». À un moment du concert, j'ai bien vu. Et là, vraiment, il y a eu quelque chose, c'est passé, et on est fait pour se rencontrer, et nos destins sont liés. Enfin, il y a cette certitude, à un moment donné, de quelqu'un dans le public, qu'il a été, voilà, qu'il y a eu échange, élection, échange, et c'est vrai aussi que dans l'adresse, dans l'expérience du concert, ça je retourne dans la position du spectateur, on prend pour soi ce qui est proposé, et on a vraiment l'impression, mais c'est à mon avis une impression fausse, que ce qui est produit là s'adresse vraiment à nous en chair et en os là présent. Alors je pense que le sujet auquel s'adresse le musicien est un sujet qui est autre. Enfin, il y a de l'adresse, mais c'est un sujet presque virtuel, quoi. C'est un sujet qui est invoqué, évoqué, espéré. Et c'est qu'au fond, au moment des manifestations physiques du public, les applaudissements, le fait qu'il bouge, etc., c'est là qu'on sait si cette foule, ce public concret est
correspond à cette chose, cet être virtuel qu'on visait. C'est vrai qu'on attache une certaine importance aux lumières, donc la question de ce qui est regardé, vu, est importante. Mais j'ai toujours pensé que la scène musicale avait sa beauté propre, qu'elle avait besoin de rien, qu'elle n'avait pas besoin qu'on lui ajoute de l'image, que même éventuellement l'image pouvait venir déranger, perturber, parasiter la scène musicale pure, et que c'est à l'endroit de la scène musicale pure que ça doit se passer. Le projet même de Wagner, de l'art total, qui viendrait justement comme synthétiser toutes les expériences sensibles, réjouir à la fois l'œil, l'oreille, etc. Et l'esprit par le texte. Et j'ai toujours trouvé ce projet, au fond, presque anti-musical. La scène musicale a besoin pour moi d'être une scène qui pose un retrait justement de l'ordre du visible et du visuel. Il y a plein d'exemples de musiciens aveugles, enfin des blind, par exemple, dans le blues, il y a un nombre incroyable de musiciens qui étaient aveugles et qui écrivaient dans leur nom même leur statut d'aveugle. Des exemples bien connus de Ray Charles, etc. Mais je trouve peut-être qu'un des musiciens qui a poussé le plus loin l'idée que le fait d'être aveugle lui conférait une sorte d'accès privilégié, supérieur, pas seulement à la musique, mais je dirais à la musique et à ses parages, c'est-à-dire aussi tout ce qui est de l'ordre du bruit, du son. L'aveugle, musicien ou pas, est dans une hyperattention, une interprétation permanente de la signification des sons et des bruits, toutes sortes de choses qu'on filtre, nous, et que notre regard filtre d'une certaine manière. On ne prête pas attention à des choses que notre regard ne retient pas comme importantes. Quand on n'a pas le regard pour faire le filtre, c'est l'oreille qui opère. Et l'oreille est du coup dans une extrême ouverture à ces parages de la musique. Et la musique elle-même, ça je dirais, ça n'a peut-être rien à voir avec l'être aveugle, peut-être c'est juste, voilà, c'est un musicien. Mais donc je pense à Roland Kirk qui allait très loin, c'est-à-dire que lui, non seulement il était aveugle et il l'assumait, et il en jouait même, mais il a développé une technique extraordinaire de jeu d'instruments multiples. C'est-à-dire qu'il s'est mis à jouer de 3 saxophones en même temps, de plein d'instruments en même temps, de mélanger des propositions musicales, donc passant par le saxophone, avec des choses qui sont plus de l'ordre du bruit, précisément. C'est très intéressant qu'il y ait eu une rencontre entre Roland Kirk et John Cage. Ils ont fait ensemble un film très beau des années 60 qui s'appelle Sound. Et John Cage, dont on sait qu'il était, lui, complètement hanté par le silence, la question du silence et du rapport entre son, bruit, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné un bruit devient un son, qu'est-ce qui fait qu'un son cesse d'être noise et devient musique, quand est-ce que, bon, toutes ces questions qui sont les questions même de John Cage, on voit dans le film John Cage comme ça, dans diverses situations, en train simplement de poser ces questions, et on voit par ailleurs Kirk, en un sens, y répondre. Et c'est pour moi un des documents les plus extraordinaires de la façon dont un défaut, pour le coup, un handicap, disons, peut être, à un moment donné, le point de départ du développement d'une espèce d'hyper-talent, de puissance supérieure. Is it high? Is it low? Is it in the middle? Is it soft? Is it loud? Does it communicate anything? Must it? If it's high, does it? If it's low, does it? Is it a sound? If so, is it music?
Is music, the word I mean, is that a sound? If it is music music? Is it softer than before? Is it supersonic? When will it stop? What's coming? Will it never stop? Why won't it? Is sound enough? What more do I need? Silence is not a question of a little sound or more sound. There's no such thing as no sound. It's simply a question of what sounds we intend and what sounds we don't intend.